digitalique et je ne vous parlerai que de la digoxine. Pour une raison simple, c'est que autant ce cours pouvait être extrêmement long et important il y a 20 ans, autant maintenant avec les nouveaux médicaments, les indications se sont restreintes, les utilisations aussi, et donc le seul médicament qui est vraiment utilisé, c'est la digoxine, avec deux indications. L'insuffisance cardiaque, surtout quand il y a une fibrillation auriculaire, et puis la fibrillation auriculaire, qui s'appelle trouble du rythme supraventriculaire. Et donc on utilise la digoxine pour ralentir ou pour réduire l'AFA, fibrillation auriculaire, ou une autre forme qui est le flotteur, qu'on a dû vous expliquer aussi. Donc deux indications, et vous allez comprendre pourquoi ces deux indications. Alors d'emblée, on peut dire que je vous ai parlé de pas mal de classes de pharmacologiques, je vous ai parlé des antagonistes calciques, des IEC, des ARA2, très largement prescrits, relativement peu d'effets indésirables. Puis on a parlé des bêta-bloquants, plus d'effets indésirables, puis des alpha-bloquants, plus d'effets indésirables encore. Et puis on va parler de la digoxine, encore plus d'interactions médicamenteuses possibles. Donc vous voyez que chaque fois, on imagine que les indications seront beaucoup plus sélectives. Alors la digoxine, c'est un médicament qui est issu des plantes. Vous avez eu des cours en première année l'année dernière, et qui maintenant peut-être de synthèse, mais son mécanisme d'action a été découvert en fait seulement il y a 30 ans. Et en particulier, c'est clairement un effet cellulaire d'inhibition d'un échangeur sodium-potassium, qui est ADP dépendant. Et donc, en bloquant, et d'ailleurs c'est utilisé et en bloquant cet échangeur NAK, vous utilisez une autre voie d'entrée du calcium, et en particulier, vous inversez le sens du contre-transport sodium-calcium. Donc le myocyte cardiaque je veux dire que l'entrée de calcium se fait au travers du contre-transport sodium-calcium. Donc en fait, imaginez avec tout ça est valable bien entendu pour le myocyte cardiaque. Je vous ai mis beaucoup plus cible, beaucoup plus concerné que le myocyte vasculaire. C'est le myocyte cardiaque qui nous intéresse. Donc imaginez un myocyte cardiaque défaillant qui a des problèmes de protéines contractiles, de structure-fonction intramyocitaire pour lui permettre de se raccourcir et donc de fournir de l'énergie et de la contraction. Eh bien, vous lui augmentez l'entrée de calcium. Voilà, ça sert à lui. Finalement, la digoxine revient à augmenter l'entrée de calcium. Et pendant longtemps, on a pensé que l'entrée de calcium suffisait. Mais on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que l'entrée de calcium. Il y avait son stockage, il y avait sa disponibilité pour les protéines contractiles, il y avait une quantité d'autres mécanismes. Mais bref, la digoxine, pendant longtemps, elle a été considérée comme un médicament inotrope et un médicament d'augmentation de la contractilité. Et on va voir qu'elle n'agit pas seulement par ça. Alors évidemment, on commence par l'effet inotrope positif, parce que c'est toute son historique. Qu'est-ce que c'est qu'un effet inotrope positif? C'est une augmentation de la force contractile du myocarde. Très bien. Et effectivement, dans l'insuffisance cardiaque, on augmente le débit cardiaque. On augmente le débit cardiaque en jouant sur le composant volume d'éjection systolique. C'est-à-dire une des deux parties du double produit par un effet inotrope positif d'un côté, et puis aussi on augmente la contractilité en changeant la relation contractilité post-charge et contractilité pré-charge de la loi de Starling, et on diminue la pré-charge, on diminue la post-charge. Alors on diminue la pré-charge
par un effet de type sympatholytique et on diminue la précharge aussi. Alors là, vous vous dites, tiens, c'est curieux parce qu'il nous parle d'effet inotrope positif, d'entrée de calcium dans le myocyte cardiaque, et puis là, il est en train de nous parler de diminution du tonus sympathique. Eh bien oui, les digitaliques entraînent un effet, ce qu'on appelle de retrait sympathique et d'augmentation du tonus vagal en agissant au niveau des barorécepteurs. Voilà. Il y a un effet, je vous le redirai tout à l'heure, direct sur le barorécepteur pour diminuer le tonus sympathique. Mais cet effet inotrope positif, je vous ai dit, il est lié à une entrée de calcium. Entrée de calcium, c'était bien pour augmenter la contraction des protéines contractiles, mais encore faut-il que ce calcium soit repompé très rapidement au cours de la diastole pour permettre la relaxation. Puisqu'en fait, souvent dans l'insuffisance cardiaque, vous avez des anomalies de la relaxation. Donc si vous avez une bonne contraction mais pas une bonne relaxation, vous aurez un mauvais effet pompe. Première chose. Puis deuxième chose, vous avez ce qu'on appelle des oscillations du potentiel de membrane diastolique, dit de phase 4, parce que vous avez fait rentrer trop de calcium dans le réticulum sarcoplasmique, et on appelle ça le relargage oscillatoire du calcium. Voilà, c'était probablement pas la bonne façon de faire. Et cette oscillation de potentiel de membrane diastolique va de temps en temps, pour une raison X, atteindre le potentiel seuil et entraîner une dépolarisation et donc une extrasystole, qui peuvent être des extrasystoles auriculaires, mais surtout des extrasystoles ventriculaires, et c'est ça qui est embêtant. Donc, trop de calcium, c'est pas bon. Ça entraîne des relargages oscillatoires, donc des oscillations de potentiel de membrane, en particulier en diastole, et donc un risque d'arythmie. Donc, ce n'est pas forcément le meilleur inotrope. Et quand je vous ai parlé des inhibiteurs d'enzymes de conversion, je vous ai dit ces médicaments ont été révolutionnaires dans l'insuffisance cardiaque parce que c'était des vasodilatateurs qui diminuaient la post-charge et donc c'était une bien meilleure façon d'améliorer la fonction cardiaque. Conclusion, avec la digoxine, on a ce qu'on appelle un index thérapeutique bas ou étroit. Et ça, on vous en parlera dans très peu de médicaments. C'est vraiment typique de la digoxine, c'est pour ça que je vous le mets en rouge. On peut dire faible rapport efficacité-tolérance, faible rapport bénéfice-risque, faible sécurité d'utilisation. Tout ça, vous retrouverez ça dans vos bouquins ou dans d'autres cours. Donc la digoxine s'emploie avec beaucoup de subtilité et c'est d'autant plus dangereux qu'elle est souvent prescrite chez des sujets âgés dont l'observance n'est pas parfaite, enfin, etc. Donc voilà pour l'effet inotrope positif. Deuxièmement, un effet chronotrope négatif. Alors ça, vous ne le suspectiez pas quand je vous ai montré son mécanisme d'action moléculaire. Donc en fait, quand vous n'avez pas beaucoup d'insuffisance cardiaque, finalement, il n'y a pas beaucoup de modification de la fréquence cardiaque, petite bradycardie. En revanche, quand l'insuffisance cardiaque survient, souvenez-vous, elle est associée à une activation sympathique, puisque la baisse du débit cardiaque, par définition, active le baroréflexe. Et bien, c'est là-dessus que, en sensibilisant les récepteurs carotidiens, alors c'est une certaine façon de parler parce que je ne veux pas rendre compliqué le mécanisme, peu importe, les digitaliques entraînent de la bradycardie. Ou d'une certaine façon, ils entraînent moins de tachycardie. Voilà. Donc c'est une bradycardie relative. Et moins de tachycardie, pourquoi? Parce que moins d'effets sympathiques et plus d'effets vagal. Donc un effet bichronotrope négatif par sensibilisation des barorécepteurs carotidiens. Autre effet, ce qu'on appelle dromotrope, c'est-à-dire la conduction. Celui-là est vraiment d'origine cholinergique, c'est-à-dire du système vagal, sur la jonction auriculo-ventriculaire, pas sur le nœud sinusal, comme on a vu plus haut, mais sur le nœud auriculo-ventriculaire,
parce que c'est un système qui diminue la vitesse de conduction. Et un des mécanismes majeurs du système vagal, c'est ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure, l'origine de la bradycardie, et qu'on retrouve ici sur la jonction auriculo-ventriculaire, diminution de la vitesse de conduction. Comment ça se passe à l'électrocardiogramme? On voit un allongement de l'espace PR, et puis à l'électrocardiogramme endocavitaire, c'est ce qu'on appelle l'espace AH. Mais c'est très c'est très auriculaire. Ça n'est pas intraventriculaire. Il n'y a pas d'effet sur la conduction intraventriculaire. Si vous faites un enregistrement du faisceau de His, du réseau de Purkinje, en électrophysiologie sophistiquée de service de cardiologie, vous ne verrez pas d'effet. Donc c'est typiquement la jonction auriculo-ventriculaire. Donc vous pouvez associer cet effet dromotrope négatif à l'effet chronotrope négatif, ce sont des mécanismes voisins. Cinquièmement, l'effet batmotrope positif. Vous voyez, avec les bêta-bloquants, on était inotrope négatif, chronotrope négatif, batmotrope négatif, etc., dromotrope, tout. Là, c'est un mélange. C'est inotrope et batmotrope positif, chronotrope et dromotrope négatif. Effet batmotrope positif parce qu'on a diminué les périodes réfractaires ventriculaires. Et cette diminution des périodes réfractaires est probablement liée à l'entrée de calcium. En même temps qu'on a modulé le tonus sympathique et vagal. Batmotrope positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire hyperexcitabilité. Ça veut dire danger. Ça veut dire risque d'extrasystole. Qu'est-ce que vous voyez sur l'électrode surface? La fameuse cupule digitalique, dont vous avez déjà entendu parler. Donc la fréquence sinusale est ralentie, l'espace PR est allongé, le QT est diminué, et puis vous avez ce qu'on appelle un sous-décalage de ST, concave vers le haut, qu'on appelle une cupule digitalique, qui est un signe d'imprégnation. Ce n'est pas un signe d'intoxication, c'est un signe d'imprégnation. Donc ne prenez pas ça pour une ischémie myocardique. Tout de suite, la question à poser, c'est est-ce que vous prenez de la digitaline? Enfin, un digitalique, c'est un digoxine. Donc notez bien la forme, électro, et la forme de cette cupule digitalique, concave vers le haut, ça n'est pas de l'ischémie, c'est une imprégnation qui est liée aux caractéristiques électrophysiologiques.